Bonsoir à tous, à nouveau une audition du vrai Ségur de la santé et ce soir on reçoit Monsieur Jacques Sub qui est un usager de la santé et qui nous a déjà fait le plaisir de participer à une audition et on revient essentiellement ou pas d'ailleurs sur l'accès aux soins pour les patients. C'est une donnée qui est parfois difficile à comprendre pour les soignants. Monsieur Sub, quelle est alors du coup la dernière fois qu'on s'est quitté, vous nous racontiez qu'effectivement c'était compliqué parfois de pouvoir avoir des rendez-vous rapidement avec médecin généraliste, spécialiste. Tout à l'heure, on va être rejoint par une pharmacienne qui va nous expliquer, elle, ses difficultés pour pouvoir bien s'occuper des patients qui lui sont adressés avec une ordonnance par leur médecin traitant. Vous, aujourd'hui, quel est le principal reproche ou en tout cas, si on fait un constat, j'ai du mal à rencontrer le professionnel de santé dont j'ai besoin, comment comment on devrait pouvoir obtenir cette consultation, si c'est une consultation par exemple? J'ai un peu, enfin, lors du dernier entretien, j'avais déjà un peu réfléchi là à nouveau. Finalement, quelle que soit la problématique que l'on rencontre, on en revient toujours au point de départ, qui est que sur son territoire, chaque citoyen devrait pouvoir disposer d'un accès aux soins. Alors, pas obligatoirement un grand spécialiste dans le village à côté, c'est normal, mais au moins un médecin généraliste, pharmacie, kiné, radiologie, enfin tous les soins de base. Hein. Et cette situation, à mon avis, enfin, moi je suis assez pessimiste, elle n'ira pas s'améliorant parce que les professionnels de santé eux-mêmes, quand on les rencontre, disent mais c'est rien, ne vous plaignez pas parce que dans 5 ans, il n'y aura plus personne. Et quand on essaie, parce qu'on est confronté au départ à la retraite de son généraliste, ça arrive, hein, on essaie d'être pris en charge par un nouveau médecin traitant, on n'a même plus la possibilité de dialoguer, c'est par Maya ou par Doctolib ou par une secrétaire qui débite son message qu'on lui a dicté, qui dit non, désolé, le docteur Truc ne prend plus de nouveaux patients pour assurer la qualité des services aux patients qu'il a déjà. Ce message-là, je le comprends, mais c'est quand même un peu abusif, quoi. Parce qu'on va en arriver à se retourner vers des petites villes, et encore, ce n'est pas toujours suffisant, parce que même dans les petites villes, tant qu'on est dans le rural, il y a aussi une défection de plus en plus grande des médecins généralistes. Donc finalement, c'est pas la peine de réclamer des spécialistes, des soins pointus, si on n'a pas quelqu'un qui au départ fait le diagnostic pour dire c'est là qu'il faut aller. Et si on s'adresse, si on suit la nouvelle voie à la mode qui est la maison de santé, souvent adossée à un hôpital, la qualité des soins, on le laisse quand même à décider. L'écoute n'y est pas parce que le professionnel de santé que l'on rencontre ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas. Tandis que... Alors, c'est parce que là, vous parlez de maison de santé sans rendez-vous où vous pouvez avoir accès justement à un médecin généraliste qui, lui, tourne sur la maison de santé et qui n'est pas le médecin généraliste que vous avez connu jusqu'à maintenant, qui connaissait toute votre famille. Oui, voilà, en fait, ne parlons même pas de la famille, mais au moins qui connaît son passé, qui sait si c'est habituel ou pas, qu'on ait un peu de tension à certains moments, qui sait si c'est habituel ou pas, qu'on ait des problèmes d'acidité parce qu'on a des reflux gastriques, enfin, des trucs basiques, quoi, vraiment. Et quand on est confronté à un médecin qui ne vous connaît pas, lui, ou alors il estime que c'est pas grave par rapport aux autres qui attendent dans la salle, et ce qui est un peu vrai, ou alors il va partir sur des investigations inutilement excessives par rapport à la situation telle qu'elle existait.
Et alors, à notre niveau, pour vous, ça pourrait être une proposition presque, c'est quel est le moyen de pression pour que ces choses-là évoluent? Après, le constat des déserts médicaux, il est connu. La façon de ramener des médecins, elle est discutée. Il y a des mesures qui semblent intéressantes, mais qui n'ont pas forcément été vraiment exploitées jusqu'au bout. Vous, en tant qu'usager qui regrettez actuellement de ne plus pouvoir dialoguer avec votre médecin ou un autre professionnel de santé, comment vous voyez les choses pour justement amener cette problématique au plus haut si nécessaire, en tout cas celui qui va légiférer? Mais ce que je ne comprends pas, parce que je n'ai pas l'explication, mais je ne sais même pas s'il y en a une, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est le médecin généraliste partant, en général partant à la retraite, qui doit faire des démarches, s'il le peut, et c'est souvent peine perdue pour trouver un remplaçant, un successeur, ou alors c'est la commune qui doit faire de l'appel d'offres, quoi. Et là, on n'est plus dans la santé, on est dans du commerce. Et alors que, enfin, moi, quand je fais le comparatif avec ce qu'on vit sur une commune, alors je me réfère toujours au rural, mais les villes, c'est la même chose. On a, par rapport au volume de la commune, on a des services publics, ou on les a pas, mais en général, on les a. On a au moins un minimum. Après, on a des écoles. Alors là aussi, c'est un autre débat, mais malgré le débat sur le nombre d'élèves en classe, il y a malgré tout des classes qui reflètent à peu près la population d'élèves sur la commune, et ainsi de suite. Et alors que là, pour la santé, il n'y a rien qui oblige, entre guillemets, mais j'hésite pas à employer ce mot, il n'y a rien qui oblige du personnel de santé à être présent ou à être installé sur les communes rurales. Et à côté de ça, alors c'est presque aussi ce qui finalement encourage cette démarche, c'est qu'il y a des institutions ou des professionnels de santé qui font eux-mêmes à leur initiative la démarche d'aller d'une grande ville sur une autre un petit peu moins grande pour compenser l'absence de soins, parce qu'ils savent qu'il y a un potentiel de patients suffisant pour que ça mérite un déplacement, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, et parce qu'ils estiment, et c'est très honnête et louable comme attitude, qu'il vaut mieux que ce soit un médecin et éventuellement une secrétaire médicale qui se déplace une journée, plutôt que 5 patients par jour qui fassent le même déplacement tous les jours. En gros, en résumé, je ne comprends pas qu'une société comme la nôtre, très organisée, très structurée, ne puisse pas faire en sorte, quitte à l'imposer, à ce qu'il y ait des professionnels de santé à partir du niveau de base, c'est-à-dire du médecin généraliste, et ceux qui les accompagnent, c'est-à-dire pharmacie, infirmières, kinés, et services de radiologie, qu'on n'ait pas, par rapport au territoire, une obligation de service en quelque sorte. Mais quand je dis que je ne comprends pas, c'est au même titre que je ne comprends pas qu'on puisse encore aujourd'hui, on nous vend de la 5G en téléphonie, avoir des endroits où il n'y a même pas, il n'y a même plus une cabine téléphonique en filaire en perruquerie. Parce qu'on vit dans une société de progrès, et le progrès, mais ça avance en laissant de côté, au bord du chemin, tout un tas de gens, tout un tas de populations, tout un tas de territoires. Alors, ça, effectivement, c'est l'éternel débat. Est-ce qu'il faut être coercitif pour faire venir un médecin parce qu'il y a une population qui en demande, ou est-ce qu'il faut mettre en place des mesures incitatives? Il y a des départements qui ont de belles initiatives, justement, et qui arrivent à faire des liens. Alors, c'est clairement pas partout, hein, c'est probablement même très isolé comme initiative. Et je sais qu'il y a des gens qui arrivent à faire travailler ensemble une ARS, un département et une faculté de médecine. Du coup, ça permet de ramener de l'étudiant en médecine en fin d'études, hein, on parle de l'interne de médecine, le futur docteur, tout ça, qui va venir s'installer après, mais parce qu'en fait, il y aura le réseau qui aura servi à la fois de la mairie, à la fois du département, à la fois au niveau
de la faculté qui aura facilité certaines choses. Et ça, bah, c'est des gens qui vont venir s'ancrer dans un territoire dès la fin de leurs études, en fait. Mais il y a pas, c'est une démarche individuelle, c'est une initiative personnelle finalement, selon les personnes, enfin, selon les gouvernants en place ou les responsables en place. C'est pas une démarche équitable. Alors après, on peut imaginer que ce type d'initiative diffuse un peu justement un peu sur l'ensemble du territoire, avec les particularités locales. Parce qu'il y a des professions, enfin je ne vais pas aller trop dans le détail, mais c'est aussi marginal, bien que ça représente beaucoup de personnes en tant qu'employés, on va dire. Il y a des institutions qui assurent la formation de ces personnels, de ces futurs personnels. C'est quand même bien le cas de la santé, c'est bien un environnement de santé qui forme ces futurs médecins, chirurgiens et ainsi de suite. Et donc ces jeunes qui intègrent une institution et qui ont choisi une spécialité dans cette institution et qui par la suite seront titulaires de diplômes avec de la compétence, avec un potentiel de reconversion éventuellement, un potentiel d'autres voies ou un potentiel de changement interne. Ces gens-là, la première affectation, ils la choisissent, mais c'est un choix forcé. C'est-à-dire que si une promotion c'est 200 personnes, eh bien, il y a 200 postes en face. Le premier a le choix dans les 200 postes, le dernier pense qu'il reste. Mais au moins, l'institution avait 200 postes à fournir et elle sait qu'à l'issue, les 200 postes seront occupés. Et on n'aura pas 150 on va dire, étudiants en sortie d'école à Aix et 50 répartis dans les 6 départements de PACA. Oui, sauf que ça, aujourd'hui, la pénurie, si vous voulez, de personnel fait que déjà, c'est compliqué d'imposer ce que vous venez de dire, en fait. Oui, bien sûr. Non, en plus, on sait qu'il y a peut-être 15 à 30% d'étudiants dans les professions de santé qui ne vont pas au bout de leur cursus. Oui. Après, il pourrait y avoir aussi de l'accompagnement. C'est-à-dire que quand on parlait tout à l'heure, vous parliez de départements ou de régions. Moi, je parlais aussi de communes qui cherchent à attirer des généralistes en leur offrant le logement, le cabinet, le matériel, pas de loyer pendant 2 ans ou 3 ans, enfin un accompagnement et c'est louable, quoi. C'est du gagnant-gagnant. Ça pourrait être aussi non pas une démarche personnelle, mais intégrée dans le système. C'est-à-dire que s'il y a une sortie d'école, un médecin généraliste, en gros, on lui laisse qu'un choix limité, c'est-à-dire qu'il faudra obligatoirement affecter sur tous les postes à pourvoir, ou tout au moins une partie des postes à pourvoir, eh bien, en même temps que ça, on les accompagnera, c'est-à-dire qu'on ne les laissera pas se débrouiller dans une région ou sur un village où il n'y a rien à louer, où il n'y a rien à faire. Voilà. Alors, les déserts médicaux, c'est un vaste débat et je pense qu'on n'a malheureusement pas une vraie solution. On a plusieurs propositions, plusieurs solutions, mais c'est sûr qu'en tout cas, ça mérite qu'on s'y attelle vraiment. Et aujourd'hui, on n'a pas l'impression que ça soit encore le cas, notamment au niveau du choc démographique, au niveau de la fac de médecine, par exemple, puisqu'on parle des médecins généralistes. Mais on a à peu près ça partout, dans tous les professionnels de santé. Mon opinion sur ce sujet, c'est que dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, ce sont des responsables, ce sont des experts qui décident pour les autres, tout seuls dans leur coin, voire même dans leur bureau, quoi. Et qui ne sont jamais sortis dans la rue, qui n'ont jamais été malades pour la santé, ou à croire qu'ils n'ont jamais eu d'enfants, jamais eu de parents. Enfin, bon. Et alors que, bien sûr, il faut pas l'imposer. On n'est plus dans ce modèle-là, on n'est pas dans ce modèle-là. Mais je suis certain que si ça partait d'une discussion, d'un échange de problèmes, d'un échange de besoins, d'un échange de propositions, de solutions de part et d'autre, les étudiants ne seraient peut-être pas les plus réticents
et les plus frileux à faire des propositions que les décideurs n'oseraient même pas envisager. Alors, bon, on y reviendra sûrement. Je vais vous présenter donc Madame Sonia Robotosson qui nous a rejoint, qui est pharmacienne, qui défend un peu la pharmacie d'officine. Et elle nous avait contacté parce que elle, son problème, c'est de pouvoir, sur une ordonnance, délivrer tous les médicaments qui sont notés par le médecin généraliste et pas que. Et pour certains médicaments importants et parfois de base, que ce soit pour du diabète, l'hypertension, elle n'a pas ces possibilités-là parce que vous savez que l'industrie travaille à flux tendu et elle va nous expliquer un peu le pourquoi du comment et j'espère qu'elle aura des solutions aussi à nous proposer pour améliorer ce circuit. Bonsoir, on va peut-être vous libérer du micro. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ça y est, très bien. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, bonsoir à tous. Donc, Sonia Rabotosson. Déjà, la première chose, je tiens à m'excuser du retard. J'ai traversé Paris en voiture et c'est l'heure. Donc, voilà, pour une autre réunion. Du coup, voilà, j'ai traversé pour rentrer. Je suis ravie d'être avec vous. Je suis pharmacien. Je suis actuellement pas en poste, mais je baigne dans le milieu de la pharmacie d'officine et je me fais ce soir le porte-parole des pharmaciens d'officine. Mais avant ça, avant de commencer, en fait, comme j'ai l'occasion de vous avoir ce soir, je tenais à rendre un hommage vibrant aux soignants, à tous les ou les médecins de ville ou les pharmaciens qui étaient en première ligne en 2020, ça fait déjà 2 ans, et qui en première ligne aujourd'hui. Je tenais à rendre cet hommage parce que j'ai la possibilité de le faire ce soir avec vous. Et merci et puis bon courage pour votre quotidien. Une crise, en fait, c'est toujours l'occasion d'une remise en question et c'est aussi l'occasion où les forces et les faiblesses apparaissent. Et donc, il y a votre initiative qui est vraiment louable. C'est une amie, Sylvie Lespagne, qui m'a parlé. Je ne sais pas si elle est là, qui m'a parlé et qui m'a connecté avec. Je trouve votre par rapport au fait que c'est une recherche de solutions, une vraie recherche de possibilités d'améliorer la situation de notre système de santé. Donc, vous agissez non seulement pour vous par rapport quotidien, mais aussi la vie des Français. Et vous l'avez dit, docteur Brousset, moi, ce que je souhaiterais mettre aujourd'hui en lumière, étant donné que j'ai la possibilité de porter cette parole des confrères et des consoeurs, c'est le problème de la pénurie de médicaments en officine. Et effectivement, ils appellent ça tension d'approvisionnement ou rupture quota. C'est le terme un peu délicat pour expliquer que des médicaments peuvent être manquants en officine. Donc, je voulais axer en fait cette prise de parole. J'essaye de ne pas la faire trop longue, mais pour qu'elle soit bien claire, axée sur 3 piliers: l'état des lieux et les causes de ces pénuries, ensuite les conséquences de ces pénuries, et puis un début pourquoi pas, de solutions qu'on pourrait envisager justement pour éviter ces fameuses pénuries. Donc, l'état des lieux, c'est l'agence de sécurité du médicament, l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, qui l'a fait. Ça date pas d'aujourd'hui, les ruptures de médicaments, mais en 2016, cette agence compte 406 molécules médicamenteuses en rupture. En 2019, le nombre s'élève à 1500 molécules médicamenteuses en rupture. Et en 2020, mais là, c'est crise sanitaire oblige, le chiffre explose et on arrive à 2400 molécules médicamenteuses en rupture. Donc, 6 fois plus qu'en 2016, on se retrouve avec ce nombre impressionnant de molécules en rupture.
Et c'est que ça touche non seulement des médicaments chers, mais ça peut aussi toucher des médicaments tout à fait simples, comme le Doliprane 1000 en comprimé ou en gélule. On a trouvé, enfin, on a eu des ruptures de Doliprane en officine. Dans les médicaments chers, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Il y a le Tasigna, qui est un anti-cancéreux qui vaut 4 000 € la boîte. Et l'autre, c'est l'Orencia, qui est un injectable pour traiter des polyarthrites rhumatoïdes et qui vaut 900 € la boîte. Donc, ça touche vraiment, le Doliprane, lui, étant à 2,19 €, comme vous le savez. Donc, ça touche vraiment tout type de médicaments et quel que soit son prix. On a constaté, en fait… Qu'est-ce qui fait la tension? Excusez-moi, Madame Roboton. Qu'est-ce qui fait la tension sur ces médicaments? Parce que justement, c'est très différent du paracétamol. On a l'impression qu'aujourd'hui, ça pourrait être produit, en tout cas, ça coûte pas cher, et on a l'impression que ça peut être produit à côté de chez nous, dans une usine, comme on en a dans certaines régions. Et pour autant, peut-être qu'il y a un produit beaucoup plus cher de chimiothérapie, ça nécessite sûrement une ingénierie différente, et peut-être qu'on ne le produit pas en France déjà. Et à ce moment-là, ça peut expliquer aussi par le transport, par des demandes aussi qui ont peut-être explosé. Alors, en fait, l'explication de la tension, c'est le fait qu'il y ait une ultra fragmentation dans la fabrication pour un problème de coût, et j'y reviendrai tout à l'heure. Le fond du problème, en fait, c'est le prix du médicament en France qui est parmi les moins chers d'Europe. Et en plus, le médicament ne représente… Aïe, on vous a perdu. Il faut remettre le son. Voilà, je suis navrée, je ne sais pas, je pense que ça vient de chez moi, voilà. Donc, en fait, le vrai fond du problème, on y reviendra tout à l'heure, c'est véritablement le prix du médicament en France qui est parmi les moins chers d'Europe. Les dépenses de médicaments ne représentent que, avec des guillemets, puisque évidemment c'est de l'argent, donc ce n'est pas rien, mais 10% des dépenses de santé pour la sécurité sociale. Et en fait, il y a une ultra fragmentation dans la fabrication des médicaments, surtout les médicaments tels que le Doliprane, donc ceux qui sont les moins chers. Donc vous avez, en fait, sont fabriqués essentiellement dans les pays où il n'y a pas de surnormes, que ce soit les normes pour les RSE ou les normes environnementales. Donc, ils vont les fabriquer en Asie, en Inde et en Chine, essentiellement. Et après, il y a le conditionnement qui peut se faire ici en Europe, France, dans les chaînes. Ça provoque… Et en plus, elle dure en moyenne, toujours d'après la NSM, 8 mois en officine. Donc 8 mois, c'est énorme. Les pouvoirs publics les députés, les parlementaires en tout cas, ont demandé à ce que le minimum de stock soit fixé à 4 mois, mais je crois qu'aujourd'hui, il est fixé à 2 mois. Donc, les médicaments qui sont concernés par ces ruptures, en fait, sont des médicaments qu'on appelle des MITM, des médicaments en fait qui sont d'intérêt thérapeutique majeur. Et pourquoi ils sont d'intérêt thérapeutique majeur? Parce que un défaut de prise de ces médicaments peut entraîner soit une perte de chance importante, donc une évolution défavorable, aller jusque donc ça, c'est les mêmes médicaments. Madame Robotosson, on a des petits soucis de connexion, je pense de réseau en fait essentiellement.
Donc, je ne sais pas si si vous êtes sur Internet ou si vous êtes en 4G. Si vous pouvez peut-être switcher de l'un sur l'autre, je ne sais pas. Parce que là, malheureusement, on ne vous entend plus. Hop, hop. C'est vrai, je ne sais pas ce qui se passe. Le Je suis navrée, le mais réseau a l'air un peu sans compliqué. arrêt. Donc oui, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, ces fameux médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, en fait, soit ils entraînent une perte, la prise n'est pas régulière, soit ils peuvent carrément entraîner la mise en jeu du pronostic vital du patient. Donc ça, je dirais, c'est la partie cause. Et donc, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a en fait un climat de défiance entre deux entités très, très importantes dans la distribution du médicament en France, qui sont d'un côté les laboratoires pharmaceutiques, donc les industriels, et de l'autre côté les grossistes répartiteurs, qui sont là, eux, pour faire la distribution auprès des officines en France. Donc, eux, ils sont capables de livrer la veille pour le lendemain ou une commande passée avant midi pour l'après-midi à partir de 15 heures. Toutes les officines, les plus de 22 000 officines en France. Donc, ces deux entités que sont les laboratoires et les grossistes, en fait, ils sont en concurrence. Les fabricants, donc les industriels, accusant les grossistes de faire ce qu'on appelle de l'exportation parallèle, c'est-à-dire qu'ils vont acheter un gros stock de médicaments en France parce que les médicaments ne sont pas chers pour les revendre ensuite dans des pays où le marché du médicament est intéressant et beaucoup plus les laboratoires de choses. Madame Rabotosson, est-ce que c'est possible peut-être de repasser en connexion, mais peut-être alors sans l'image pour avoir moins de bandes passantes? Peut-être juste avec le son. On est vraiment désolé de… Ben voilà, des Non, petits mais détails techniques du live. ça arrive, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous puissiez bien comprendre en fait la problématique. Donc, je disais que ces deux entités, les laboratoires et les grossistes répartiteurs, sont en concurrence. Les grossistes étant accusés par les laboratoires de faire de l'exportation parallèle, donc d'acheter des médicaments à un faible coût sur le marché français pour les revendre ensuite à un prix plus intéressant sur un autre marché. Du coup, ces laboratoires imposent en fait un contingentement de molécules pour les grossistes. C'est eux qui décident quelles molécules et à quelle cadence et à quelle quantité vont être distribuées et livrées en fait aux grossistes. Cette dualité entre ces deux, pardon, les pharmacies qui sont en bout de chaîne se retrouvent avec des ruptures. Là, j'ai en tête ce qu'on m'a remonté, c'est une patiente qui doit être traitée donc, pour sa polyarthrite avec l'Orencia qui est injectable hebdomadaire. Ça fait 2 semaines que cette personne n'a pas eu d'injection. Donc, le risque, c'est de voir des poussées repartir de plus belle et c'est tout comme ça, en fait, pour tous les médicaments qui sont concernés par ces fameuses ruptures. Et l'arrivée, les conséquences. Quand vous êtes pharmacien en officine, parce que ça vous est arrivé, quand le patient arrive, Monsieur Sub, vous arrivez avec votre ordonnance, vos médicaments, vous arrivez naturellement pour les récupérer. Et là, le pharmacien va vous dire, mais non, en fait, je ne les ai pas. Donc, première réaction, vous faites quoi, Monsieur Sub? Vous allez dans une autre pharmacie? Alors, en général… Ah, pardon, excusez-moi. oui, allez-y. Donc, très concrètement, ça ne s'est jamais produit comme ça, puisque chaque fois, pour mon entourage proche également, la pharmacie a pris l'initiative de dire je peux vous donner qu'une boîte et les 2 autres boîtes, je les aurai cet après-midi, comme vous disiez tout à l'heure, cet après-midi ou demain. C'est arrivé, je crois, une fois ou deux, que l'on dise, enfin, que nous-mêmes on dise à la pharmacie
enfin, écoutez, avec tous vos collègues là dans le coin, vous pouvez pas en trouver un qui a une boîte pour dépanner. Mais concrètement, ça c'est, enfin, on l'a jamais vécu, donc je peux pas vous répondre. Mais j'imagine quand même qu'un médicament qu'on pourrait qualifier de vital, si la pharmacie est pas capable de vous le délivrer, on a envie de dire, bah alors, vous servez à rien, mais tirez le rideau et allez faire autre chose, quoi. Alors, Madame Rabotosson, vous qui avez vécu cette expérience de l'autre côté, en fait, quel est votre sentiment et quelles sont les solutions qu'on trouve à ce moment-là? Alors, un sentiment de frustration, un sentiment de frustration. Les solutions qu'on trouve, on travaille avec déjà les pharmacies du quartier, on essaie de se dépanner d'une pharmacie à l'autre. Parfois, on arrive à trouver la solution, comme disait monsieur tout à l'heure, on arrive à dépanner d'une boîte. Ça sera peut-être pas la totalité du traitement, mais on arrive à dépanner d'une boîte. Et parfois, ce n'est pas possible, ce n'est pas le cas. Donc, on envoie carrément vers une pharmacie beaucoup plus lointaine, peut-être sur son lieu de travail ou sur son lieu de, si c'est l'inverse. Mais c'est vrai que aujourd'hui, en fait, dans les officines, il y a souvent une personne qui va passer plusieurs heures au téléphone pour essayer de vérifier si le laboratoire ne peut pas dépanner l'officine, si on n'en a pas trouvé dans les pharmacies voisines. On téléphone carrément au laboratoire ou on téléphone carrément au grossiste pour demander si on peut être dépanné de tel ou tel médicament pour le patient qui va repasser dans l'après-midi ou quelques heures après. Donc, c'est beaucoup de temps qui est passé dans l'administratif alors que ça devrait être du temps de comptoir pour expliquer justement les médicaments. Donc, c'est très frustrant. On arrive parfois à se dépanner, mais ce n'est pas toujours le cas et c'est vraiment pénible en fait de faire revenir des personnes ou de leur dire bah non, on n'en a pas là, mais on vous rappelle dès qu'il y en a, etc. C'est frustrant. Frustrant et ça peut être dangereux, comme je le disais tout à l'heure. Le système que vous avez décrit, il a été comme beaucoup de choses un peu sublimé, enfin, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, il a été vraiment mis en évidence avec la pandémie que nous vivons depuis 2 ans. Est-ce que on vous a averti de changement d'orientation? On parle beaucoup de relocalisation de l'industrie en France et de l'industrie pharmaceutique. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé aux oreilles des pharmaciens ou ça reste une chimère, on va dire, à l'heure actuelle? Oui, alors, dans les solutions proposées, effectivement, comme on disait tout à l'heure, les crises étant toujours un révélateur de points forts ou un révélateur de points faibles. Effectivement, à ce moment-là, on s'est rendu compte de notre grande dépendance parce que je crois savoir aussi, je ne connais pas bien les mécanismes d'approvisionnement à l'hôpital, mais je crois savoir aussi qu'il y a eu quelques sujets d'approvisionnement sur le curare à l'hôpital ou peut-être encore d'autres molécules. Mais c'est vrai que la crise, en fait, a permis de voir des défaillances qui étaient là, mais qui n'étaient peut-être pas visibles par tout le monde ou que certains ne voulaient pas voir. Donc, effectivement, il y a cette question de relocalisation de la fabrication, en tout cas des principes actifs qui ont déjà en fait perdu leur brevet. Donc, étant donné qu'ils ont perdu leur brevet, il y a en fait la possibilité de les fabriquer ailleurs qu'en France ou en Europe à moindre coût. Et donc, ce sont ces fameux principes actifs qui sont souvent fabriqués en Inde ou en Chine qui doivent être rapatriés en fait en France. Mais la proposition que je préconiserais, ça serait en fait de lister ces fameux médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Et puis, ça sera peut-être pas possible dans un premier temps pour la totalité de ces médicaments, en tout cas majeurs, mais pour les principaux médicaments concernés, ça serait de faire en sorte que on puisse relocaliser la fabrication du principe actif sur notre territoire, de manière à ne pas avoir cette dépendance qui était tellement criarde pendant la crise sanitaire. Et
Tout à l'heure, on parlait du Doliprane, mais le principe actif Doliprane est fabriqué en Asie et ensuite il est conditionné, il peut être conditionné ici en France ou en Europe, en fait. Donc, le fait de rapatrier la fabrication du principe actif ici, ça permettrait d'éviter, je parle de Doliprane, mais ça peut très bien être un autre médicament beaucoup plus tendu et beaucoup plus important. Ça peut être rapatrié en France de manière à ce qu'il n'y ait plus cette tension. Mais au-delà de la relocalisation, donc ça, c'est quelque chose dont on commence à parler, non seulement euh, dans l'industrie pharmaceutique, mais aussi dans d'autres industries, et notamment dans aussi la fabrication de matériel médical, on a vu le manque de tout hein, au début. Il y a ça, mais il y a aussi, surtout, je pense, dans un premier temps, et pour agir rapidement parmi les solutions qui sont identifiées, ce serait la possibilité d'avoir un contrôle beaucoup plus strict de l'Agence nationale de la sécurité du médicament, l'ANSM, par rapport aux obligations des deux acteurs que sont les laboratoires et les grossistes répartiteurs. Il faut un strict encadrement aussi de l'exportation de ces fameux médicaments dits majeurs euh, pour qu'il n'y ait pas justement… en fait, il faudrait les obliger, que ce soit les laboratoires ou les grossistes, à faire de l'exportation parallèle uniquement si le marché français a été bien servi, en fait. Si tout est OK pour le marché français, alors pourquoi pas avoir une possibilité d'exportation. Il y a ça. Et aussi, ce qui est dangereux, à mon sens, c'est de laisser le contingentement des médicaments, c'est-à-dire le choix des produits livrés aux grossistes répartiteurs, de laisser ce choix-là au seul laboratoire. Ça devrait être une autorité, alors peut-être la NSM ou une autre autorité, je ne sais pas, mais il faudrait que ça soit cette autorité là qui dise voici la liste des médicaments qu'on peut servir pour les grossistes répartiteurs. Ce n'est pas au laboratoire, à mon sens, de décider quels sont les quotas de produits pharmaceutiques, de molécules médicamenteuses qui doivent être servis aux grossistes répartiteurs. Ça doit répondre à un besoin déjà du patient et ça doit couvrir l'ensemble du marché français. Après, ça, tout à l'heure, pardon. oui, Tout à l'heure, allez-y. vous avez parlé aussi du prix, parce que souvent, on n'entend pas ça en France, mais en fait, le marché français, le prix des médicaments, des dispositifs médicaux implantables est négocié par l'État essentiellement, on va dire, mais à des tarifs qui sont très bas par rapport à beaucoup d'autres pays dans le monde. Et donc, l'industriel s'y retrouve plus ou moins encore, on va dire pour l'instant, mais des fois, sa marge est jugée non suffisante et va préférer effectivement aller inonder un marché ailleurs que celui de la France. Et ça, c'est aussi un problème. Alors, je ne dis pas qu'il faut monter les prix des médicaments, des dispositifs médicaux implantables. Probablement qu'il faut arrêter de demander à ces mêmes industriels de faire encore des efforts là-dessus, parce que la loi du marché aujourd'hui, elle est ainsi faite. On ne peut pas… nous, en tant que chirurgien orthopédiste, on a c'est des puissances, c'est des multiplications par 6 ou par 10 en fonction des États pour le même produit. Donc, forcément, la compétition, elle est perdue d'avance. Après, ou alors, ça veut dire que vous Exactement. avez une vision étatique des choses et que vous produisez vous-même l'implant, la prothèse de hanche dont vous avez besoin, le médicament que vous avez décidé qui était nécessaire pour votre population. Mais là, après, est-ce qu'on est… Voilà, c'est une forme de démocratie qui peut être particulière aussi. On est d'accord. Alors, vous avez, on en a parlé tout à l'heure, on a soulevé effectivement le prix du médicament en France. Donc, je le rappelle, c'est un des moins chers d'Europe et les dépenses médicamenteuses représentent 10% en fait des dépenses de santé. Donc ça, c'est vraiment important parce que je pense que dans l'imaginaire collectif, ce n'est pas du tout ces notions-là qui est majoritaire.
Et effectivement, un laboratoire, lui, il est là pour, et le grossiste pareil, il est là pour aussi rentrer dans ses frais. C'est pas, il y a des frais, il y a des frais de personnel, il y a des coûts de fonctionnement. Donc, il faut que cette entité puisse aussi rentrer dans ses frais. Et aujourd'hui, dans la plupart des cas, en fait, les frais de fabrication du médicament sont supérieurs au prix de celui-ci. Et donc, on peut comprendre que ces industriels ou ces grossistes essayent de s'en sortir en faisant ce qu'on disait tout à l'heure, les exportations parallèles, de manière à combler la différence en fait qu'ils ne retrouvent pas par rapport au prix du médicament en France. Donc, oui, effectivement, il faut encadrer tout cela. Peut-être, pourquoi pas, sanctionner lorsque le respect de l'approvisionnement n'est pas suffisant. En revanche, le vrai sujet, le vrai problème, je pense, c'est de trouver un équilibre entre le prix du médicament et tout le reste, parce que c'est ce qui conditionne en fait toute cette situation. Ce qui conditionne les exportations parallèles, c'est voilà, c'est d'essayer de retrouver la possibilité d'équilibrer une marge, d'équilibrer en fait un résultat pour que ce soit le laboratoire ou le grossiste répartiteur. Donc ça, on l'entend bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment travailler de concert avec eux, travailler avec les pharmaciens d'officine pour savoir lesquels sont les plus concernés. Alors, je sais qu'il y a une remontée depuis 2012, une remontée régulière en fait de la liste des médicaments qui sont concernés, mais force est de constater qu'aujourd'hui, même si les remontées sont faites, les ruptures ont été multipliées par 6 en 6 ans. Donc, il y a un vrai sujet. Alors, du coup, Madame Rabotosson, je vais redonner la parole à Jacques Sub, qui est notre usager. Je ne vous l'avais pas présenté du coup, mais qui peut avoir aussi sa petite idée en tant que citoyen et aussi peut-être de demander justement à celui qui gouverne ou celui à qui il doit en référer comment améliorer cet accès aux soins, cet accès aux médicaments. Et pour rebondir sur la proposition de Madame Rabotosson d'imposer une limitation des exportations de médicaments dont la France a besoin, effectivement, c'est une solution qui pourrait être efficace, mais elle a un défaut majeur, c'est qu'elle est complètement à contresens de tout ce que l'on fait aujourd'hui, quel que soit le domaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est il faut tout partager, y compris ce que l'on n'a pas. Donc, l'idée est bonne, mais elle est décalée avec la réalité du terrain, quoi. Voilà. Je suis pas convaincu que la pénurie de médicaments soit aussi sensible en zone rurale que dans les grandes villes, parce qu'effectivement, il y a peut-être plus de coopération entre pharmacies. Et peut-être aussi que les patients, c'est-à-dire la population, est plus disposée, prête à accepter, peut-être pas une absence complète de médicaments, mais que tout le service ne soit pas rendu tel qu'il a été proposé. Vous dites, Monsieur Sub, vous dites qu'à la campagne, on accepte de ne pas être aussi bien soigné qu'à la ville, c'est ça? C'est pas de ne pas être aussi bien soigné. C'est qu'en milieu rural, je pense qu'en milieu rural, le citoyen accepte plus la réalité quand on lui explique. Quand on lui dit, je suis désolé, j'ai pas, donc je peux pas. Je pense qu'en milieu rural, on va pas aller casser la vitrine de la pharmacie. En ville, ça peut se produire. C'est la vision que j'en ai, l'opinion que j'en ai. Alors, je peux me tromper. Et si on change, on vit d'une époque vraiment terrible en ce moment. Ok, il y avait la pandémie, là, il y a le conflit en Ukraine. Et on disait tout à l'heure que dans les difficultés, on pouvait sortir du positif. On a vu une réaction de l'Europe qui semble être quand même bien plus importante que ce qu'on n'a jamais connu
vis-à-vis de ce conflit en Ukraine, ça me laisse penser que peut-être on pourrait avoir enfin une vraie Europe aussi au niveau du médicament et de la santé, de la recherche et du laboratoire pharmaceutique. C'est la puissance Alors, qu'on attend en fait face aux mastodontes que sont les États-Unis, les Chinois et les Indiens. oui, alors effectivement, on a vu le négatif, mais aussi, heureusement, le positif. Ce qu'il y a, je pense, c'est que il faut qu'il y ait une souveraineté sanitaire de chaque pays. Après, il y a la possibilité, pourquoi pas, de réfléchir sur les grands projets et qu'on mettrait en commun des grands projets. Euh, que ce soit au niveau thérapeutique ou que ce soit au niveau innovation thérapeutique. On a vu pour les vaccins aussi, mais je pense qu'il faut quand même garder une partie de souveraineté sur tout ce qui est produits de santé ou tout ce qui est médicaments. On est plus fort ensemble, donc c'est Alors, envisageable. dans l'équipe. Oui, monsieur Sub, allez-y. Sur les solutions ponctuelles et locales au traitement de la pénurie en médicaments ou en matériel de soins, d'ailleurs, pansements, enfin, et autres. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en ville, mais je sais comment ça se passe en campagne, en milieu rural. Quand on a des médicaments en trop ou quand on a du matériel de soins en trop, on le dit autour de soi aux professionnels de santé, bien sûr, l'infirmière, la pharmacie, le médecin généraliste. Et en général, il y en a toujours un qui dit « Ah, mais moi, ça m'intéresse parce que j'ai ce besoin-là de quelqu'un qui ne pourrait pas ou qui ne pourra pas en bénéficier. Donc, grâce à vous, je vais pouvoir lui donner des soins. » Voilà, c'est une façon de partager aussi. Et cette façon de partager, elle peut aussi venir par moment sur des pénuries. Alors ça, c'est sûr que ce que vous dites là, monsieur Sub, c'est vraiment un truc pour un soignant, c'est parfois difficile de comprendre. Parce que dans les questions, Karen a parlé du gaspillage des médicaments. Clairement, le gaspillage des médicaments, moi, je me rappelle très bien de je sais pas, on va dire la famille, la grand-mère, on ouvrait son placard, les boîtes de Doliprane, parce qu'on parlait de Doliprane ou paracétamol, il y en avait des dizaines. Mais parce que c'était marqué sur son ordonnance et que toutes les semaines, elle allait en récupérer une, mais elle n'en avait pas besoin. On parle de médicaments à l'unité. Aujourd'hui, on sent que c'est quand même difficile d'amener cette contrainte-là au niveau justement des firmes pharmaceutiques. Et pourtant, ça se fait dans beaucoup de pays. Et on se dit bien que là, il y a un truc qui n'est pas normal. Après, le circuit vertueux via le médecin traitant, l'infirmière à la campagne, on l'espère aussi. C'est la même chose quand moi, par exemple, je vais faire une ordonnance à un patient qui va rentrer à la maison, qui par chance n'aura pas du tout mal et qui ne va pas beaucoup consommer, malheureusement, il va rester plein de boîtes. Et donc, soit c'est moi qui ai trop prescrit, mais comment je peux savoir si mon patient il va avoir mal, j'ai besoin d'être sûr qu'il va être soulagé. Soit je me dis, ben, c'est pas grave, le patient il peut ramener ça à la pharmacie et ça va repartir dans le circuit. Or, aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Si c'est ramené en pharmacie, ça va être détruit. Je pense que vous allez pouvoir me confirmer ça. En pharmacie, mais par son généraliste ou si on le connaît bien, ou par son infirmière, on peut en faire profiter des gens qui en ont besoin et qui n'avaient pas la possibilité d'en bénéficier. Oui, mais je pense que c'est marginal. Alors, normalement, on ne devrait pas se poser cette question-là. Non, mais moi, ça m'est arrivé de donner des pansements. Je n'ai pas demandé à quoi ils allaient servir. Mais quand j'ai dit à l'infirmière, ces pansements, avec tout ce que j'ai là, qu'est-ce que je vais en faire? Elle me dit, bah, écoutez, gardez-en quand même au moins une boîte, on ne sait jamais. D'accord, mais le reste. Elle me dit, mais moi, si vous me les donnez, je saurais quoi en faire. Je lui ai donné, et un jour, elle est revenue, elle me dit, ah, il faut que je vous dise merci. Je dis, non, je ne peux pas savoir. Vous n'avez pas à me dire merci de la part de quelqu'un. Moi, je vous les ai donnés, point. Voilà. Et alors,
Effectivement, Monsieur Sub, pour tout ce qui est pansement, etc., c'est quelque chose qui peut être utilisé. En revanche, c'est encadré de manière très, très précise pour les médicaments délivrés parce qu'il y a des numéros de lot qui sont suivis. C'est plus difficile en fait de les repasser à quelqu'un d'autre, étant donné que vous, au niveau de la délivrance, vous avez, voilà, vous avez cette, C'est clair. voilà, c'est un peu différent. Après, si on considère qu'on a une pénurie de médicaments à un instant T, voire sur plusieurs mois et parfois plus, est-ce que aussi on parlait de gaspillage, c'est parce qu'on en demande trop et on n'en a peut-être pas autant besoin. Et là, on parle évidemment d'éducation. Éducation, il y a sûrement beaucoup à Alors, faire. Je vous laisse répondre, Madame Rabotosson, si vous le souhaitez. Ou ma question est peut-être pas assez claire. alors souvent, en fait, oui, je sais pas, vous m'entendez? Oui. Effectivement, il y a cette notion-là. En revanche, enfin, souvent, les médicaments qui sont en rupture, ce ne sont pas des médicaments qui sont délivrés en grande quantité, justement. Là, je prenais l'exemple de l'injectable pour la polyarthrite rhumatoïde, c'est délivré boîte par boîte, et en fait, c'est une injection qui est faite chaque semaine. Et c'est pas, tout à l'heure, j'avais pris l'exemple du Doliprane où parfois il y a des prescriptions avec 10 boîtes. Et donc là, c'est pas très grave, à la limite, si on n'a pas les 10 boîtes d'emblée, mais c'est souvent aussi sur des médicaments qui sont comme ça délivrés en petite quantité. Donc, il y a pas tellement de notion, en fait, parce qu'à la rigueur, si c'est juste quelques boîtes qui manquent sur la totalité de ce qui avait été prescrit, ça ne pose pas de problème puisqu'il n'y a pas de rupture dans l'observance. Ce qui pose problème, c'est quand vraiment il n'y a pas du tout de médicaments qui peut être délivré ou qui peut être remis au patient au moment où il passe. D'accord. Mais alors, du coup, vous en pensez quoi, vous, du circuit du médicament tel qu'on le vit à l'heure actuelle par rapport à ce qu'on vient de dire? Si on revient sur le médicament à l'unité, la possibilité quand même de Ça coupe, réceptionner à nouveau. docteur Brosset. J'ai Ah, pas pardon. entendu la. Donc, ma question était, vous en pensez quoi du circuit du médicament? Oui, ça coupe. Je vous entends pas très bien, en fait. Et les autres, vous Mhm. m'entendez ou pas? Ah, je refais doucement. Oui, oui. OK. Le Non, ça circuit coupe, en fait. Je vous entends très mal. OK. Vous voulez que je vous le mets par message, alors la question, si vous voulez. Couper la vidéo pour gagner du son. Je coupe la vidéo pour gagner du son. Oui, vous pouvez essayer. Est-ce que vous m'entendez Désolée, mieux? vous ne me voyez plus, du coup. Bah, après, on va Oui, je vous remettre. entends mieux, oui. Super. Du coup, Oui. moi, j'avais la question, c'était par rapport au circuit du médicament tel qu'on l'a décrit et les améliorations, les propositions qu'on pourrait en faire, notamment donc reparler de l'unité et peut-être pas des boîtes et des plaquettes. Euh, Est-ce qu'il y a possibilité d'envisager le retour de médicaments non utilisés via, je ne sais pas, un reconditionnement? Est-ce que pour vous, vous pensez que c'est des solutions qui doivent être mises en avant en France Je vous pour les entends prochaines… pas très bien. Vous avez pas entendu, c'est ça? Monsieur Sub, vous en pensez quoi, vous, en attendant? Bien, j'étais en train de me dire, c'est un peu ce qu'on fait quand il y a des collectes pour des pays en voie de développement où il y a des catastrophes ou qui sont vraiment dans le besoin. Et il me semble bien
enfin, il me semble, hein, je peux me tromper, mais que c'est ce qui est fait actuellement pour l'Ukraine, par exemple, pour pouvoir les approvisionner en matériel de soins, mais aussi en médicaments de base pour tout ce qui est douleur, antiseptique, et ainsi de suite. Oui, mais vous comprenez bien que ça, aujourd'hui, ça n'existe pas en France et que ce n'est pas pérenne. C'est même quasiment interdit en réalité. C'est pas organisé, tout à fait. C'est quand même regrettable qu'on ne puisse pas ramener ces médicaments à la pharmacie. Il me semble que ça serait l'endroit le plus sûr pour le faire. Quitte Je à suis ce que navrée, docteur Brosset, je ne vous ai pas entendu du tout, hein. même qui les redistribue, bien sûr, qu'il faut centraliser et contrôler. Mais ça serait en tout cas pour le patient l'endroit le plus sûr pour partager ce dont il dispose et faire profiter d'autres de ces médicaments. Madame Rabotosson, vous m'entendez maintenant ou pas? Oui, là, je vous entends, oui. Ah, ok. En fait, donc, la question que j'ai posée, c'était pour vous le circuit du médicament, les agents pharmacologiques, est-ce qu'on doit venir à l'unité ou pas? Et le retour Non, des traitements non, non utilisés, la façon de les gérer, est-ce qu'on peut les remettre dans le circuit? non. Alors, l'utilisation des médicaments à l'unité, je ne pense pas que ce soit une bonne orientation parce que c'est difficile. Déjà, tout à l'heure, on parlait des laboratoires par rapport en fait au coût de fabrication etc. Je sais qu'aujourd'hui, ils sont très nombreux à faire des conditionnements qui correspondent de plus en plus en fait à une durée de traitement. Donc, par exemple, pour un antibiotique, ça va être les 6 comprimés nécessaires pour faire le traitement. Donc, là, en fait, on vient plus à ce type de conditionnement parce que le conditionnement à l'unité est beaucoup plus difficile à gérer par les laboratoires. Et puis après, en ce qui concerne le retour des médicaments, comme je disais tout à l'heure, euh, c'est compliqué aussi parce que souvent, ils sont avec des numéros de lot et une fois que ces médicaments en fait sont sortis de l'officine, on ne peut pas les remettre dans le circuit. Ils sont mis en fait en destruction avec Cyclamed, mais on ne peut pas les remettre dans le circuit. C'est un problème de sécurisation notamment? Oui, tout à fait. C'est un problème de sécurisation puisque c'est vraiment le médicament étant un produit sensible, c'est un problème de sécurisation essentiellement. D'accord. Monsieur Sub? Je vais citer un exemple dans un domaine proche de la santé des humains, qui est celui de la santé de nos compagnons, les animaux. Quand on va chez le vétérinaire et qu'il prescrit des anti-inflammatoires pour 4 jours, un par jour, eh bien, en sortant, on nous donne dans un petit sachet les 4 comprimés d'anti-inflammatoires pour la durée du traitement. Alors, c'est un peu particulier parce que le vétérinaire fait à la fois fonction de laboratoire, de médecin traitant et de pharmacie. Enfin, si on arrive à le faire dans ce domaine-là, on pourrait très bien le faire dans le domaine de la santé des humains. Mais encore une Alors, fois, allez-y, pardon. oui, excusez-moi. Effectivement, j'entends ce que dit Monsieur Sub par rapport à la médecine vétérinaire, mais c'est vrai que comme on disait, comme je le disais en introduction, le prix du médicament, en fait, les dépenses de médicaments en France représentent uniquement 10% des dépenses de santé. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on peut faire des économies, c'est quelque chose de non négligeable. Et c'est pourquoi, en fait, je parlais tout à l'heure des laboratoires qui fabriquaient avec des conditionnements adaptés en fait à la durée du traitement et de plus en plus. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller de manière à ce qu'il y ait le moins de pertes possibles lorsque le traitement est terminé. Et bien, en général, la boîte est vide puisqu'elle est conditionnée sur une durée de traitement. Effectivement. Je pense que c'est vers quoi il faut tendre.
Donc, le conditionnement à la durée du traitement. Okay. Exactement. Et, parce que, par et non exemple, une délivrance à l'unité. Ok, mais alors du coup, qui aurait le pouvoir d'imposer ça en fait? Parce qu'on a eu l'exemple il n'y a pas longtemps d'un, on va nommer la marque, mais on va dire un flacon de bétadine de préparation de douche préopératoire qui sont vendus à l'heure actuelle à 125 millilitres. La réalité, on nous l'a bien expliqué, c'est 30 à 60 millilitres en réalité pour une douche. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que le patient, donc, il a 2 douches à faire, une, bon, ça dépend après des organisations, les schémas, tout ça aussi, mais en gros, s'il a une douche à faire à la maison et une douche à faire à la clinique ou à l'hôpital, ça fait déjà 2 flacons qui sont utilisés. On est à 250 millilitres, alors que théoriquement, on devrait être à 60. Mais visiblement, il y a une pression qui a été, enfin, il n'y a pas eu de pression, il y a une demande pour avoir un conditionnement comme ça. Plus ou moins, ça a été fait, mais il n'y a pas eu d'appui suffisant d'un autre laboratoire, si vous préférez, qui avait fait cette démarche en quantité suffisante et pas supérieure. Et du coup, ça n'a pas continué. Donc, il y a un moment, on voit bien que ça ne suffit pas de dire il faudrait, et il faut malheureusement encadrer. Et donc, pour vous, la solution, ça serait avec la NSM. Moi, je pense que la solution serait avec effectivement les pouvoirs publics, le ministère de la Santé, la NSM. Mais il faut toujours garder en tête, parce que c'est vrai que là, on est en train d'essayer de trouver des solutions, mais il faut aussi garder en tête que les laboratoires pharmaceutiques sont aussi là pour être pour se retrouver en fait dans leurs frais, sans parler d'hyper rentabilité, mais de au moins un minimum de se retrouver dans leurs frais. Et dans les chaînes de production, il suffit en fait de faire un petit changement pour que tout soit, enfin, si on est obligé de tout changer la chaîne de production, ça a un coût considérable aussi. Donc, j'imagine, hein, je ne connais pas bien le milieu de l'industrie, mais j'imagine qu'un changement pour modifier, par exemple, le nombre de comprimés dans une boîte sur un blister, ou le flaconnage, on parlait de la bétadine tout à l'heure, la modification en fait de ces contenances sont quelque chose qui doivent représenter un coût énorme au niveau du changement de la chaîne de fabrication. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un accompagnement, je pense, avec les pouvoirs publics pour que ça puisse se faire. Il faut qu'il y ait un échange aussi avec eux. C'est pas quelque chose qui peut être imposé, même si on essaie de rechercher des solutions. On ne peut pas imposer ça sans trouver une solution ou une proposition de solution au départ. Oui, sauf que c'est vertueux, c'est-à-dire qu'il y a quand même un des thèmes qui revient de plus en plus, et même s'il existe depuis plus de 50 ans maintenant, c'est l'écologie. Et donc forcément, ça c'est quand même un des paramètres importants qui rentre en compte. Là, on parle du flaconnage, mais clairement, ça interpelle. Alors, je comprends qu'effectivement, dans la chaîne de production, je comprends qu'on est sur une économie de marché, et donc il y a forcément des rapports de gains financiers à obtenir pour aussi, ne serait-ce que faire perdurer l'entreprise. Mais il y a quand même un cercle vertueux, et ça, c'est quand même bien la conscience citoyenne qui doit l'amener ça, et celui qui est le représentant de ses électeurs, forcément. Oui, c'est sûr. Cette c'est pas donnée, on a évident. l'impression quand on parle avec les gens qui expliquent ça, qui nous l'expliquent depuis le début des auditions, on comprend, et eux, leur crainte, enfin, c'est pas leur crainte, c'est leur constat, c'est qu'il n'y a pas de pilote, c'est qu'à chaque fois qu'ils amènent chiffres à l'appui, tout ça, on leur dit, ah oui, mais alors oui, ça va être compliqué, oui, c'est pas moi, etc. Sauf qu'on a l'impression que c'est toujours relégué au 2e ou 3e plan, alors que on voit bien quand même que quelque part la pandémie, elle n'arrive pas tout à fait toute seule, que clairement le climat il se dérègle, qu'on a des gros incendies et tout ça. Et moi, je ne suis pas un écologiste de base, et je découvre ça à peu près tous les jours en ce moment avec les auditions, ou même avant grâce au collectif. Mais pourquoi ce message, il n'intervient pas, il n'apparaît pas en filigrane dans toutes ces décisions en fait?
Et je Après, pense que on n'a pas forcément, nous, aujourd'hui, la solution concrète pour dire, voilà, c'est comme ça et on n'a pas le choix. Je pense que tout le monde se dit bien qu'on devrait faire des efforts là-dessus, mais, waouh, on n'en est pas, on Et n'en c'est est pas pas là, évident hein. parce qu'il y a effectivement il y a plusieurs facteurs. Il y a aussi des remontées au niveau des officinaux par rapport à certaines prescriptions aussi de médecins. Euh, Par exemple, l'amoxicilline, c'est 2 comprimés 2 fois par jour pendant 6 jours dans les recommandations et les autorisations de mise sur le marché. Et la plupart du temps, en fait, les médecins prescrivent 2 comprimés 2 fois par jour pendant 7 jours, ce qui fait du coup un décalage toujours des boîtes en plus. Mais ça, multiplié effectivement par des millions de boîtes, ça fait du gaspillage, comme on disait tout à l'heure. Donc, il y a pas un seul niveau, effectivement, pour corriger ce problème. C'est vraiment à différents niveaux. Et puis après, c'est une volonté politique. J'estime que si, avec une volonté politique, on donne l'impulsion aux laboratoires de fabriquer toujours au plus près de ce qui est prescription dans les autorisations de mise sur le marché, en les accompagnant, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, dans les reconversions des chaînes de production. Mais si on donnait en fait cette impulsion et avec un suivi et avec un appui et pourquoi pas l'accompagnement nécessaire, je pense qu'on peut arriver à ce qu'il y ait le moins de gaspillage possible, puisque si on se rapproche de la durée du traitement, le nombre de boîtes délivrées, le nombre de comprimés plutôt délivrés, correspondra forcément à cette durée de traitement. Et il y aura moins de gaspillage. Très bien. Alors, on a démarré un peu difficilement tout à l'heure, donc c'est pour ça que je me permets d'avoir débordé. Karen est la modératrice ce soir. Elle avait peut-être noté des questions à vous poser, mais je ne sais pas. Ou est-ce qu'on a quand même pu discuter de tout, Karen? Alors, en effet, il y a des questions sur la relocalisation et le gaspillage qui ont été traitées. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que, c'est une question par contre du coup personnelle, est-ce que l'éducation du patient pourrait justement permettre de lutter aussi contre le gaspillage des médicaments? Je vois par exemple dans l'observance finalement de sa prescription, la juste utilisation des médicaments, le fait d'être peut-être moins demandeur aussi parfois au niveau du prescripteur, enfin voilà, ce genre de choses. Est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel on pourrait jouer aussi? Je ne sais pas qui vraiment peut me répondre, mais voilà, j'aurais cette question-là déjà. Oui, je peux avoir un début de réponse. Effectivement, c'est très important de sensibiliser aussi le patient. D'abord, c'est ce que fait le pharmacien d'officine au comptoir tous les jours, c'est-à-dire d'expliquer comment doit être pris son traitement. Après, vous avez certains patients qui aussi vont systématiquement diminuer la posologie ou ne pas respecter exactement ce qui est prescrit et ce qui est conseillé par son pharmacien, prescrit par le médecin. Donc oui, ça fait aussi partie des solutions, c'est de vraiment sensibiliser, pourquoi pas, avec des explications ou des flyers, ou je ne sais pas ce que le ministère de la Santé peut fournir à ce niveau-là, mais pour expliquer aux patients que le respect et l'observance de son traitement comme il faut et fait partie aussi des orientations pour éviter le gaspillage. Et d'abord, non seulement pour éviter le gaspillage, mais dans un premier temps déjà pour le soigner. C'est quand même l'objectif premier de son traitement. Monsieur Su, vous voulez intervenir aussi ou pas? Oui, je voulais dire deux choses. C'est que on a vécu quand même depuis quelques années probablement un virage sur l'utilisation des antibiotiques. Donc, ça montre bien qu'on peut y arriver. Il faut du temps, il faut laisser du temps au temps, mais on peut y arriver. Et pour ce qui est d'éduquer les patients, bien sûr, ce sont les consommateurs. Madame Rabotosson citait l'exemple tout à l'heure des prescriptions
supérieur aux recommandations. Les prescripteurs mériteraient aussi d'être éduqués, mais c'est une population qui, à mon avis, n'aime pas trop être contrainte et être guidée, être dirigée. Mais c'est comme dans tous les domaines, finalement. Il faut, pour que ce soit efficace, il faut arriver à passer par l'information, arriver à convaincre et dialoguer et échanger. Et quelquefois, quand on arrive à convaincre et à échanger, on se rend compte que celui qui était montré du doigt au départ en arrive à faire des propositions bien plus positives que ceux qui voulaient le contraindre. À l'arrivée, fait des propositions bien plus positives que les propositions de départ faites par ceux qui voulaient le contraindre. Voilà. Tout à fait, effectivement. Comme vous, Monsieur Sub, je préconise toujours le dialogue, l'échange, parce que parfois, on pense à une solution, mais on n'a pas tous les paramètres qui ont fait que cette entité, ce laboratoire ou ce grossiste a agi ainsi. Et donc, pas de sanction ou de contrainte pour la contrainte, c'est vraiment d'échanger pour comprendre quelles sont les problématiques, quelles sont les difficultés de leur côté, et pour pouvoir avancer ensemble et trouver une solution qui permette à tous les Français d'être correctement soignés et pour que voilà, pour qu'il n'y ait pas de rupture dans l'observance du traitement. Parce que très souvent dans la conversation, il y a une question que l'on ne se pose pas, on n'ose pas aller jusque-là, c'est pourquoi. Tout le monde, pardon, tout le monde vous dira j'ai un problème ou je suis pas content ou j'apprécie pas ou ça me gêne, mais quand une personne vous dira pourquoi. Et quand on pose cette question, pourquoi, l'obligation à dire parce que ça fait réfléchir d'abord sur la valeur que l'on donne au côté négatif des choses, et ça fait réfléchir déjà quand on est au pourquoi. On est juste au seuil du comment et on n'est pas loin de la solution. Tout à fait. Alors, il est classique. À la fin de… Karen, c'est bon ou pas? Ou il y avait encore une question? C'est bon. Sûr. Bon. Donc, à la fin de l'audition, ce qui est intéressant, c'est normalement, on a noté toutes les propositions qui sont venues au fur et à mesure de la discussion ce soir. Mais chacun d'entre vous, si vous voulez… alors, Monsieur Sub, c'est peut-être plus l'accès aux soins. Madame Rabotosson, ça va être peut-être plus justement la gestion du médicament, on va appeler ça comme ça. 3 propositions phares que vous voudriez faire passer. En gros, vous êtes soit ministre de la Santé et vous décidez, voilà, moi, je voudrais que pour la gestion des médicaments, il faudrait 3 points très importants que vous voulez absolument faire passer. Monsieur Sub, si vous êtes ministre de la Santé, comment vous allez favoriser l'accès aux soins en tant qu'usager et aux médicaments si nécessaire? On donne la parole aux dames? Oui. Pour commencer? Alors, Madame Rabotosson, je vous écoute. Ben, écoutez, en fait, s'il y a 3 propositions à mettre sur la table, je parlerai déjà de la relocalisation de la fabrication des principes actifs dans un premier temps. Cette relocalisation doit être discutée et décidée en fait en fonction de la liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur qui serait définie ensemble en fait entre les pouvoirs publics et les laboratoires, grossistes, les pharmaciens. C'est quelque chose qui doit être vu ensemble, validé, et puis faire cette relocalisation en accompagnant justement les industriels pour qu'ils puissent le faire correctement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une obligation de stock minimal, que ce soit les laboratoires pharmaceutiques, que ce soit les grossistes répartiteurs, mais vraiment de respecter ce stock minimal
et s'il n'est pas respecté, eh bien, il faut sanctionner puisque, par exemple, en 2019, il y a 2 laboratoires qui ont été sanctionnés pour un défaut de communication sur des ruptures, quotas, Sandoz et Pfizer. Sandoz, 500 € d'amende et Pfizer, 5 807 € d'amende. Donc, je ne dis pas que ces sommes sont insignifiantes parce que l'argent, c'est jamais rien, mais à cette échelle, je pense que c'est quelque chose qui ne dissuade absolument pas. Donc, au niveau des sanctions, les renforcer et puis surtout renforcer aussi les contrôles par l'Agence nationale de sécurité du médicament, puisque c'est l'ANSM qui est en charge de tout cela. Faire en sorte que les obligations des laboratoires, au moment où ils négocient avec les pouvoirs publics l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, il y a en fait des obligations de disponibilité du médicament. Et donc, les vérifications par les agences et les sanctions doivent aller dans ce sens-là. Mais encore une fois, le vrai nerf de la guerre, je pense que c'est aussi le prix du médicament en France. Et donc ça, c'est le 3e volet de la proposition, c'est de réfléchir ensemble. Alors, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça ne se fera pas d'un claquement de doigts, mais encore une fois, le prix du médicament est le moins cher, sinon l'un des moins chers, sinon le moins cher d'Europe, et que donc le vrai sujet qui provoque tous ces déséquilibres et qui provoque toutes ces exportations en parallèle, en fait, c'est le prix du médicament qui n'est pas significatif par rapport aux frais de production de ces laboratoires. Voilà les 3 propositions. Merci beaucoup. Je vous en Monsieur prie. Su, oui. C'était très intéressant en tout cas, et je pense que ça va donner encore un peu plus d'eau à notre moulin. Monsieur Sub, vous voulez peut-être revenir sur l'accès aux soins, la ruralité? Non, je dirais, enfin, pour répondre à votre question sur si j'étais ministre de la Santé, qu'est-ce que je demanderais? Ça se limiterait à une action, c'est à partir d'une carte de couverture territoriale des professionnels de santé, aussi bien en nombre qu'en pourcentage, en proportion par rapport à la population. C'est imposer que les zones, les déserts médicaux, les zones les plus pauvres, soient alimentés en professionnels, soient couvertes en professionnels, et ne pas accepter qu'à côté de ça, quelquefois, même à moins de 100 km, on ait 120 ou 150% de professionnels par rapport aux besoins tels qu'on le conçoit habituellement. Voilà. C'est-à-dire imposer une répartition géographique des professionnels de santé. Mais imposer l'action de répartition, mais après définir les modalités par l'imposant, définir les modalités avec tous les acteurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis certain que les plus concernés, c'est-à-dire ceux qui vont accéder au métier de la santé, seraient ceux qui formuleraient certainement des propositions les plus surprenantes et les plus efficaces. Très, très bien. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Je pense qu'on a fait un tour complet. J'ai déjà reçu des messages en disant que ça avait été très, très intéressant, très instructif ce soir encore. Donc, un grand merci. Je vous rappelle, et on vous fera suivre l'invitation pour le 27 et 28 mars à Paris, à l'Institut national des jeunes aveugles, où nous allons donc pouvoir restituer toutes ces auditions, ces 40 jours d'audition que l'on a doublé, qui fait du succès, alors qu'on avait prévu une seule audition par jour, on est à 2 par jour. Et on espère que tout ça permettra de poser de belles bases dans les programmes des différents candidats à l'élection présidentielle, et puis surtout pour après, parce que ça ne se limite pas à une élection, tout ça. Exactement. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravie d'avoir participé en fait à cette audition. Et puis les échanges étaient très très riches, les interventions aussi de Monsieur Sub, les questions. Et donc j'espère, comme vous dites, que ça va évoluer dans le bon sens. Et puis je vous tiendrai informé aussi par rapport aux différents rendez-vous qui sont prévus. Merci beaucoup. Merci à vous.
Bonne soirée Bonne à soirée tous. à tous. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.